monde et un bonsoir particulier à vous, amoureux de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Bienvenue dans le cadre de votre programme Agripan, le rendez-vous des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs sur Afrique Média. Agripan est un programme conçu et réalisé par l'ADIC, Association citoyenne de défense des intérêts collectifs, en partenariat avec Labo Agri, initiative d'accompagnement des investisseurs dans le domaine agriculture. Avec nous sur ce plateau, des spécialistes du domaine pour répondre à vos différentes préoccupations. Mais avant d'aborder la thématique du jour et vous présenter nos différents panélistes, nous vous proposons d'abord de regarder ceci. Du 5 au 7 avril 2018, Yaoundé devient la capitale du Made in Africa. Vous êtes PMI ou PME, organisation paysanne. Vous transformez, vous faites la promotion des produits locaux en Afrique. Venez débattre, exposer, vendre, faire goûter votre savoir-faire à l'occasion du tout premier symposium sur le Made in Africa organisé dans la capitale camerounaise. Pour y participer, contactez-nous au 237 242 003133 ou par email à l'adresse symposium.mia@gmail.com. Les candidatures sont attendues jusqu'au 15 février 2018. Le Symposium international de Yaoundé, c'est le Made in Africa à la conquête de l'agroalimentaire. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Comme nous vous l'avons annoncé à l'entame de cette émission, nous sommes avec des spécialistes de l'agriculture et nous commençons par ma droite et bien évidemment avec M. Bernard Djanga, président de l'ADIC et ingénieur agronome. Voilà, monsieur, je vais vous demander de nous parler un peu ensemble où est-ce que vous en êtes réellement avec l'organisation du symposium qui est en quelque sorte un congrès, une rencontre des spécialistes autour d'un même sujet sur les produits made in Africa. Tout à fait. Les produits made in Africa, vous avez entièrement raison. Comme vous venez de le voir à travers ce spot, il est envisagé à Yaoundé une rencontre qui regroupera tout ce que l'Afrique, ça c'est un peu le souhait de ce symposium, tout ce que l'Afrique a de créativité, a d'inventivité, a de capacité de production dans le domaine agroalimentaire, et particulièrement la transformation des produits agricoles. Alors peut-être il faudrait qu'on dise un mot sur l'origine de ce projet. C'est qu'on a constaté que depuis un certain temps, avec l'avènement des supermarchés, on constate que de plus en plus de produits importés inondent nos marchés à travers ces supermarchés. Alors, une étude qui a été réalisée dans le cadre une étude qui a été réalisée à Yaoundé et à Douala, ça c'est au Cameroun, a montré que dans ces supermarchés, on compte à peu près 2% des produits locaux, dont les 98% sont des produits importés. Or, comment faire pour changer cette donne? L'idée donc du symposium est née de ce constat. On s'est dit, il faudrait qu'on essaie de voir dans quelle mesure on peut réunir autour d'une table tous les acteurs de la filière transformation, tous les acteurs de la filière distribution, tous les acteurs de la filière production, et pourquoi pas aussi les acteurs de la filière consommation, pour pouvoir discuter de cette problématique qui consiste la place des produits locaux dans nos marchés, et plus particulièrement la place des produits made in Africa dans les supermarchés. C'est un peu l'orientation de ce symposium, qui est un symposium ouvert sur toute l'Afrique. Merci à vous, monsieur, pour cette contribution concernant le symposium qui sera organisé. Voilà, je me tourne vers notre prochain panéliste, monsieur Emmanuel Ngenzeko, consultant en agriculture de développement durable et entrepreneur agropastoral. Alors, monsieur Emmanuel, vous avez animé des ateliers de formation qui parlaient de l'alimentation et le suivi sanitaire des volailles et autres monogastriques en zone tropicale avec des variations saisonnières du climat au Cameroun. Que peut-on attendre de cette formation ? Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. De fait, nous avons fait le constat selon lequel ceux qui élèvent par exemple les poules pondeuses ont des difficultés à produire en fait les œufs de bonne qualité dans les zones relativement chaudes comme Douala ou bien comme Yaoundé, contrairement à ceux qui sont dans les zones relativement fraîches comme Bafoussam. Mais le problème est un problème relativement qui a une solution. Et malheureusement, les éleveurs ne connaissent pas cette solution. Et ce qui consiste justement à baisser le niveau de l'énergie de l'aliment dans les zones chaudes, selon un certain, on va dire, une règle bien précise. Parce qu'il est connu que chaque fois que la température augmente d'1 degré Celsius ou diminue d'1 degré Celsius,
à partir de ce qu'on appelle la zone de neutralité thermique de la volaille, il va falloir réduire ou augmenter l'énergie de façon proportionnelle. Mais malheureusement, pour produire par exemple un œuf de 60 grammes, la poule a besoin exactement de la même quantité de protéines, de la même quantité de minéraux pour pouvoir produire un œuf de 60 grammes. Donc le séminaire en fait qu'on a organisé, on a organisé un d'abord à Bafoussam, c'était le 15 janvier, et un autre à Yaoundé, c'était le 17 janvier. Tous les deux séminaires visaient en fait à montrer aux producteurs comment est-ce qu'ils peuvent de façon rationnelle produire les œufs ou bien produire la viande de poulet dans les zones relativement chaudes en faisant des économies sur l'alimentation à partir du raisonnement qu'ils auront fait de la relation qui existe entre le niveau de l'énergie de l'aliment, le niveau de protéines, le niveau des minéraux dans ces différentes zones où on a pas à Douala 27 degrés de température moyenne contre 24 degrés à Yaoundé et 20 degrés à Bafoussam. C'est vrai, peut-être le président disait tout à l'heure qu'il va me poser quelques questions pour que je puisse le mieux expliciter la situation. Président, vous avez... Bon, avec votre permission. Allez-y, mais en attendant, permettez au moins que je allez-y, présente notre troisième panéliste sur ce plateau. Voilà, nous Voilà. sommes en compagnie aussi ce soir de M. Jean-Pierre Imélé, promoteur de Biotropical et expert en agriculture biologique. Alors, avec vous, M. Jean-Pierre Imélé, j'ai envie de vous demander où en sommes-nous exactement avec la certification des produits bio au Cameroun? Bonsoir, chers téléspectateurs. Heureux de vous trouver ce soir, pour une fois de plus, à Afrique Média. S'agissant de cette question sur la certification, qui est une question vraiment importante, je vais dire qu'au Cameroun, nous en sommes encore au balbutiement. Malgré le fait que cette activité d'agriculture biologique existe dans notre pays depuis une trentaine d'années, la certification est encore une denrée totalement importée. C'est-à-dire que le référentiel d'agriculture biologique que les producteurs bio du Cameroun et d'Afrique utilisent est un référentiel qui est non africain, à l'exception de quelques poches de résistance sur l'Afrique de l'Est, où ils ont réussi à créer une certification qui est la seconde certification au monde, derrière la certification européenne. C'est la certification des pays d'Afrique de l'Est qui est la seconde certification. Donc nous, vraiment, ici, on travaille donc avec une certification qui n'est pas camerounaise, qui n'est pas africaine. C'est-à-dire que l'Union européenne a sa certification qui est inspirée des cahiers des charges nationaux européens, et ils ont donc en marge de cela ce qu'ils appellent le cahier des charges péritières, c'est-à-dire les autres pays du monde adhèrent à cette certification et peuvent donc voir leurs produits distribués dans l'espace de l'Union européenne de cette façon. Pour faire court, une des missions que je me suis assigné en tant que pionnier de l'agriculture biologique en Afrique, c'était de concert avec les autorités nationales, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture du Cameroun et les instituts universitaires du Cameroun, les instituts de recherche agronomique et de développement, l'IRAD au Cameroun, travailler sur 2018 sur une certification tout à fait locale qui pourrait, sur 2019, être promue au niveau international et soutenir nos activités de production. Cela est tout à fait possible puisque nous avons dans ces institutions que je viens de citer l'expertise nécessaire. Il faut juste maintenant quelqu'un qui fasse le lien. Il faut un petit soldat qui aille chez tout le monde secouer le cocotier pour qu'enfin on ait une certification nationale sur l'agriculture biologique. J'ai quand même une question. Allez-y. Jean-Pierre. Alors, c'est une question qui me revient très souvent. Imaginons un jeune qui apprend que la filière biologique, c'est une filière porteuse. Et il s'engage à se lancer dans l'exploitation, une exploitation agricole biologique. Quelle est sa démarche? Quel itinéraire pour que ce rêve de devenir un producteur biologique prospère de ce jeune puisse se réaliser dans l'environnement camerounais et dans l'environnement ouest africain, puisque quand vous avez parlé de l'Afrique de l'Est. Donc, comment il s'y prend?
comment il s'y prend? Est-ce que c'est un rêve qui peut être réalisable? Non, tout à fait réalisable. Est-ce que ça allait dans le même sens, la question d'Emmanuel, pour que je réponde aux deux questions en même temps? Non, ma question justement va s'orienter dans le sens en fait, en Europe par exemple, dans leur certification biologique, on exclut les sources d'azote et les sources de phosphore. Mais ici, dans la zone tropicale, parce que pourquoi le phosphore? Le phosphore, en fait, en Europe, est plutôt un facteur de nuisance dans l'environnement. Par contre, l'azote aussi l'est, d'autant plus qu'on mobilise beaucoup de ressources naturelles pour pouvoir en fait synthétiser l'azote. Par contre, en zone tropicale, le phosphore est un facteur plutôt limitant en agriculture. Mais si justement on reprend la certification européenne pour la zone tropicale, où le phosphore est plutôt un facteur limitant, comment va-t-on demander à un jeune justement de produire sans source de phosphore comme en Europe par exemple? Donc, déjà, la grande erreur, je commencerai par sa question parce qu'elle est plus facile. Déjà, la grande erreur, c'est de vouloir transposer les systèmes. Oui. Je pense que c'est pour cela que l'Afrique se doit de travailler sur des certifications spécifiques, un cahier de charges spécifique, adapté à son environnement. Et là, ce sont les petites faiblesses du cahier de charges actuel qui, dans une... comment dire, dans une entreprise comment dire, de développement d'une certification locale, ces sujets seront traités et à mon avis, il est évident que ces deux éléments minéraux qui viennent de citer, n'ayant pas le même comportement en zone tempérée qu'en zone tropicale, il est évident que nos instituts de recherche qui ont les compétences pour, nos pédologues, nos spécialistes de fertilisation, d'engrais, tout ça, ils travailleront dessus, ça c'est clair. Maintenant, la grande question des jeunes qui veulent aller à l'agriculture biologique, à mon avis, ce qui soutient l'agriculture biologique, c'est le marché. C'est le marché qui commande d'aller vers cela. On ne peut pas se lancer dans une entreprise de production de produits biologiques lorsqu'on n'a pas de marché. Donc c'est même le marché qui organise plus ou moins le cahier de charges. C'est pour cela que dans les pays d'Europe et d'Amérique du Nord et du Japon, les certifications réunissent autour de la table les composantes suivantes. La composante producteur, agriculteur, transformateur, la composante consommateur, la composante État à travers ce qu'ils appellent les directions de répression des fraudes et des directions qui veillent sur la santé des consommateurs, ces directions-là, ce sont ces directions-là dans leur ministère ou à la Commission de l'Union européenne qui travaillent sur le cahier des charges biologiques. Donc, pour nous ici, si un jeune décide de faire cela, d'abord, il faut qu'il y aille parce qu'il a un marché. Ensuite, il faut absolument qu'il soit encadré. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que c'est important d'associer nos instances institutionnelles nationales au niveau le plus élevé dans cette entreprise de valorisation des produits biologiques à travers une certification, à travers un marché structuré national, sous-régional, africain et ensuite européen. Aujourd'hui, les producteurs bio d'Afrique, la plupart, je fais partie des pionniers, nous avons démarré cette affaire parce que nous savions que nous avions un marché. Le marché n'était pas local, le marché était international. Bien que nous ayons pleinement conscience du fait qu'il faut que les gens se nourrissent bio partout. Les bons produits bio, ce n'est pas seulement pour les Européens, les Occidentaux. Il faut aussi que les Africains puissent se nourrir. Alors maintenant, il y a la question de la certification. Parce que la certification, comme on l'a dit, c'est un cahier de charge, c'est un référentiel, c'est un règlement. Et je vois très bien souvent Bernard me poser la question de savoir, et nos mamans qui cultivent au village, est-ce qu'elles sont certifiées? Est-ce que... Bon, ça c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, la certification, c'est une certification qui est écrite, qui a des règles, où il peut y avoir des sanctions lorsque les règles ne sont pas respectées. C'est une certification qui se fait vraiment dans un cadre qui ressemble qui est adapté au marché international, pour le moment. Voilà. Allez-y, vous. Je suis désolé, je ne suis pas satisfait, Jean-Pierre. Peut-être je change le sens de ma question. Alors, j'ai un jeune à Yaoundé. Il va vers les consommateurs.
il leur propose 2 pastèques. Une pastèque qui a été produite sans produits chimiques et une pastèque qui a été produite sur la base des engrais organiques. Appelle ça comme tu veux. Sur la base des caractéristiques organoleptiques, la différence est nette entre les 2 pastèques. Je finis Jean-Pierre. Le jeune producteur est devant le consommateur. Alors, il dit ceci au consommateur. Cette pastèque est bio. Le consommateur, s'il le goûte, en comparaison avec l'autre pastèque qui n'est pas bio, je suis devant le consommateur. Et c'est le jeune producteur. Il va retrouver la différence. Je pense que c'est normal. Je pense que c'est ça la logique. Il va ressentir la différence au point de vue organoleptique. Donc, au point de vue goût, au point de vue saveur. Je m'arrête à ça. Bon, d'abord, c'est discutable. Non. J'explique pourquoi c'est discutable. En général, les fruits, pour que ces fruits aient de la saveur, il y a un élément minéral important qui est utilisé dans le fruit en agriculture conventionnelle et en agriculture biologique. Cet élément, c'est le potassium, K2O. Ce potassium, lorsqu'il est absent totalement de la culture fruitière, il a tendance à impacter la qualité du fruit final. Donc, pour notre cas d'espèce, nous sommes dans un environnement où le jeune n'est pas certifié. Il veut juste compter sur les différences de goût entre la pastèque conventionnelle chimique et la pastèque biologique cultivée avec des engrais organiques. Il peut y avoir des différences de goût, mais on ne peut pas fixer une règle à partir des caractéristiques organoleptiques pour soutenir un cahier de charge. Pour soutenir un cahier de charge, on s'appuie sur une procédure de culture et un itinéraire technique de culture. Maintenant, il peut s'avérer qu'un produit biologique soit tout à fait insipide. Ça peut arriver. Et qu'un produit qui n'est pas biologique soit tout à fait bon. C'est pour cela qu'on parle de cahier de charge. Le cahier de charge est le document qui vient sanctionner, qui vient démontrer que, en fait, le producteur a suivi. C'est pour cela qu'on affiche sur l'étal où il y a les 2 pastèques. Sur une pastèque, on affiche pastèque issue de l'agriculture biologique certifiée par tel. On dit par qui c'est certifié. Et pour ça, il faut donc que l'environnement de gouvernance du pays où la certification passe soit un environnement correct, ou que cette certification soit crédible, qu'on ne puisse pas soupçonner le petit producteur d'avoir triché ou de s'être fait donner une certification qu'il ne maîtrisait pas, qu'il ne méritait pas. Donc voilà, vraiment, c'est bien, c'est un bon exemple, mais il nous montre tout à fait que de s'appuyer uniquement sur les caractéristiques organoleptiques, même l'analyse sensorielle, toutes ces choses-là ne suffisent pas pour dire que le produit est biologique. Allez-y. Mais Jean-Pierre, si je te comprends bien, tu veux dire qu'en Afrique aujourd'hui, pratiquement, la part de l'Afrique où il n'existe pas encore de certification, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Parce que dans ton intervention de tout à l'heure, j'ai cru entendre que du côté de l'Afrique de l'Est, il y a déjà un pas qui a été fait dans ce sens-là. Donc tu veux me laisser accepter qu'en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, il n'existe pas de produits bio. Ça m'étonne. Or, maintenant, je reprécise ma question et je change de sens. Alors, on est dans un environnement où on souhaiterait, comme il se passe de plus en plus en Europe aujourd'hui, on souhaiterait que des relations de confiance soient tissées entre le producteur et le consommateur. Or, ces relations-là ne sont pas régies par les normes. Il faut qu'on se comprenne très bien. Ne sont pas régies par un cahier de charges. Ces relations sont régies sur la qualité du produit qui part de la ferme vers le consommateur, laquelle qualité est appréciée par le consommateur. Le consommateur fait confiance au producteur qui lui dit, écoute, ce produit-ci que je t'amène ou bien que je te propose, c'est un produit qui a été produit dans telle condition. La preuve que j'ai, c'est la comparaison entre les qualités organoleptiques que tu peux faire toi-même en tant que consommateur entre ce produit-ci et d'autres produits que tu auras sur le marché. Cette relation s'établit et elle peut durer sans qu'il y ait la notion de norme, sans qu'il y ait la notion de cahier de charge. Parce que quand je t'entends parler, il y a beaucoup trop de formalisme dans un environnement où on sait que trop de formalisme, finalement, ça tue la production et ça tue les initiatives. On sait que les petits producteurs, ils n'auraient même pas le temps de comprendre toutes ces formes. Et on sait aussi que même si on mettait en place un cahier de charge avec un système de contrôle, il faudrait encore qu'il y ait une équipe qui contrôle les contrôleurs dans le contexte actuel. Donc, j'essaye de comprendre. Est-ce qu'il n'existe pas une mesure plus souple, plus adaptée, là j'insiste sur le mot, plus adaptée à notre contexte de production
au contexte de nos producteurs et au contexte de nos consommateurs et au contexte de notre circuit de distribution. Oui, et là, Bernard, je te rejoins tout à fait. Hein. Je comprends la préoccupation. Je comprends donc, et ça fait partie d'ailleurs d'un grand souci que j'ai, celui d'adapter le cahier des charges à notre environnement économique et social. Et là, je te rejoins complètement. Et en même temps, je me dis, ce sera difficile à mettre en œuvre, mais il faut au moins commencer. Et quand on aura commencé, on verra où est-ce qu'il y a des écueils. Il est évident que si nous reproduisions à l'identique le cahier des charges américain, nord-américain ou européen ici, ce serait pas bien. Je pense que déjà pour des questions purement techniques, du comportement de matières chimiques de synthèse lors de la production, selon les fluctuations saisonnières, ce serait techniquement difficile à faire. Mais je voudrais quand même te rassurer sur un point. Tu as l'impression que le commerce de proximité qu'on observe dans les pays du Nord aujourd'hui, c'est-à-dire les consommateurs disent nous voulons être des consommateurs, les consommateurs disent nous voulons être en liaison directe avec les producteurs, nous voulons développer ce qu'ils appellent en Occident le localisme pour désigner la consommation de proximité. Je voudrais te dire que toutes ces choses-là, toutes ces nouvelles formes de commerce sont quand même arrimées à des cahiers de charges. C'est-à-dire que même quand vous avez une AMAP, qui est une association paysanne de distribution de produits de proximité, même dans une AMAP, pour ce qui est de la France par exemple, il y a quand même un cahier de charges qui est respecté. Et c'est important qu'il y ait un cahier de charges. Maintenant, il y a une technique qui permet d'éviter, l'influence négative de la corruption sur le cahier des charges. Cette technique-là, elle a été mise au point par une association française qui s'appelle Nature et Progrès et qui est ce qu'on appelle les COMAC, les commissions mixtes d'agrément et de contrôle. Les commissions mixtes d'agrément et de contrôle sont des instances de contrôle inter-agriculteurs qui leur permettent de faire ce qu'on appelle des certifications participatives. Et ces certifications participatives ont été adoptées par l'Organisation mondiale des Nations Unies, son bras agricole, qui est la FAO. Aujourd'hui, la FAO édite un certain nombre de documents de facilitation pour les certifications participatives destinés aux petits agriculteurs du monde. Et c'est là que nous devons aller puiser d'ailleurs notre inspiration pour adapter, parce qu'elles sont mises à la disposition des petits agriculteurs du monde entier. Donc, pour faire notre travail au Cameroun, nous nous appuierons certes sur ce genre de documents, mais nous allons innover en apportant la touche spécifique locale qui permet de faire un cahier de charges qui sera accepté par nos consommateurs, mais également accepté par les consommateurs du monde. Parce que le cahier de charges, s'il n'est pas accepté par les consommateurs du monde, ça dit s'il n'y a pas un jeu d'équivalence entre les cahiers de charges qu'on fait ici et le cahier de charges américain ou européen, il ne sera pas possible de commercer chez eux. Or, nous sommes ouverts. Les produits biologiques, c'est certes pour nous, mais c'est aussi pour les autres contrées du monde parce que ça peut apporter des devises pour booster notre économie. Alors moi, j'ai une préoccupation. Quand vous êtes exprimé tout à l'heure, vous avez parlé du consommateur et du consommateur. Tout à fait. Voilà. Un consommateur, c'est celui-là qui achète sans même savoir pourquoi il achète. Et il achète un produit sans toutefois connaître quelle est l'importance, l'avantage ou l'inconvénient du produit. Alors qu'un consommateur est un acteur qui décide ce produit est bon pour moi, il n'est pas bon pour moi, voilà son avantage, voilà son inconvénient, je sais ce que j'achète. Maintenant, aujourd'hui, quand nous allons dans nos marchés africains, peut-être je prends le cas du Cameroun pour acheter des fruits, en tant que consommateur, on ne sait souvent pas ce qu'on achète. On nous fait croire que le produit est bio ou il est naturel. D'abord, qu'on ne sait pas ce qui est bio, la différence entre le bio et le naturel. Maintenant, moi qui vais acheter de l'ananas, par exemple, comment je fais pour savoir que cet ananas est bio et cet ananas ne l'est pas? Alors, très rapidement, pour le cas de l'ananas, si vous voyez un ananas qui est totalement coloré, ça veut dire qu'il a été, on a appliqué un produit de traitement qui s'appelle l'étrel, dont la limite maximale de résidus sur l'étrel 15 jours après traitement devrait être inférieure à 0,01%, mais étant donné que le dosage peut être supérieur selon que l'opérateur agriculteur n'a pas su doser, ça peut, et ce tétrel est cancérigène. Et pourquoi cet tétrel?
Parce qu'en réalité, il était destiné, quand vous voyez un ananas coloré ici, c'est que c'est un ananas du marché international qui n'est pas parti parce que soit le client, soit il n'y a pas de place dans l'avion, soit on a fait ce qu'on appelle le balayage sur la plantation pour l'export, il est resté un peu pour le marché local. Mais c'est un ananas qui est totalement coloré, il y a de fortes chances qu'il ait une dose d'étrel pas normale, il y a aussi de fortes chances qu'il ne soit absolument pas bio. Maintenant, l'ananas bio va être, d'abord l'ananas, vous ne le saviez peut-être pas, c'est ce qu'on appelle un faux fruit. C'est comme la fraise. C'est-à-dire que ce qui est fruit dans l'ananas, ce sont les concentrations qu'on te donne. L'ananas, en fait, c'est un fruit composé de plusieurs fruits. Alors maintenant, les concentrations, lorsqu'elles sont turgescentes, lorsqu'elles sont gonflées, ça veut dire que le fruit est mûr. Et ça peut même être vert à la couleur extérieure, comme l'ananas d'Ombessa, comme l'ananas de melon, comme l'ananas, les poches d'ananas qu'on peut avoir à l'est quelquefois, à l'ouest quelquefois, dans les contrées froides, puisque l'ananas, en fait, il est prévu pour pousser jusqu'à 400 mètres d'altitude au maximum. En dehors de ces altitudes, il commence à avoir, comment dire, des aspects phénotypiques qui ne sont pas forcément représentatifs. Donc, c'est ces turgescents qui indiquent que l'ananas est bio. Maintenant, il y a quelque chose sur les consommateurs qu'il faut rappeler. Le consommateur, c'est quelqu'un qui est responsable de sa consommation et qui peut faire décoller l'économie d'un pays à moins de 2 ans. C'est-à-dire que si tous les consommateurs deviennent des consommateurs et introduisent la notion d'économie inclusive, la notion d'achat responsable, la notion d'achat... S'ils font ça, tous ces pays dans le monde qu'on appelle des pays sous-développés, ils deviennent développés en 2 ans. C'est pour ça que tout est fait pour organiser, comment dire, le non-avènement, n'est-ce pas, d'une prise de conscience collective des consommateurs qui sont manipulés à travers des télévisions, des publicités vraiment qui n'ont pas de sens, des films de mauvais goût qui viennent d'ailleurs. Et tout ça, c'est pour construire une conscience collective de consommateurs dépendants et bien bêtes qui permettent de maintenir la suprématie de l'économie dominante qui n'est malheureusement pas pour le moment africaine. Voilà. Alors, Monsieur Nganziko, j'ai une question pour vous. Vous avez animé un atelier qui parlait de l'alimentation et le suivi sanitaire des volailles et autres monogastriques en zone tropicale avec les variations saisonnières du climat. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui décident de se lancer soit dans l'élevage et tout, mais on a comme l'impression qu'au préalable, ils n'ont pas pris les mesures qu'il faut, c'est-à-dire savoir quelle est l'influence des saisons sur ce qu'ils vont élever, quels sont les éléments qu'il faut pour pouvoir produire ce qu'ils veulent, pouvoir élever et avoir de bons résultats. Et en quelques mois, ils ont l'impression d'avoir échoué là où certaines personnes bien avisées ont réussi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner à ces jeunes comme conseil au sortir de cette formation? Je voulais rajouter. Oui, président. En restant collé à la réalité, Bien sûr. que nous connaissons tous, Oui. la plupart des jeunes qui s'engagent dans l'élevage aujourd'hui, Oui. ils savent, et même dans leur compte d'exploitation prévisionnelle, ils le prévoient, Oui. ils achèteront la provente, un sac en fonction de leur porte-monnaie, ils alimenteront leurs bêtes, Oui. et ils verront leurs bêtes pousser, ou bien grandir si tu veux, Oui. et ils l'amèneront sur le marché. Oui. Ils n'ont pas la préoccupation de savoir ce qu'il y a dans la provente. Parce qu'il est supposé comprendre que celui qui l'a fabriqué pour le vendre, mettre sur le marché, et généralement, il voit au moins les résultats. Parce que l'écart, par moment, n'est pas très grand en termes de jours et en termes de croissance du poulet. Oui. Alors, pour ces jeunes-là, qui ne traitent que, c'est-à-dire, ils ne fabriquent pas. Certains ne vont pas jusqu'à comprendre quelle est la composition et comment, et même d'imaginer qu'ils peuvent jouer sur la composition de l'aliment pour donner une forme ou bien pour donner une qualité ou bien un goût à leur poulet. Est-ce que tu intègres ça dans cette formation-là? Ou bien à moins que tu ne formes ceux qui fabriquent la provente? Il faut dire l'approche justement innovante de New Science, c'est lequel? Je prends un exemple très concret. J'ai justement un jeune qui était à ce séminaire, qui est à Bertois, et dont les poules étaient autour de 36 semaines. Et le taux de ponte qu'il avait est de 72-75%. Donc voilà un jeune qui a peut-être 4000 poules et qui a un taux de ponte actuel situé entre 72 et 75%. Bon ou mauvais? Très mauvais. Dis-le. Parce que comparé au standard Lohmann, par exemple,
à cet âge, la poule devrait être au moins au-dessus de 85%. L'Oman, c'est une variété. Oui, c'est une race particulière de poule pondeuse. Maintenant, quand vous faites une petite analyse de la formule que le monsieur utilisait, enfin, il utilisait un concentré que je ne vais pas citer. Parce que là aussi, justement, ce qu'on essayait de faire pendant ces formations, c'était montrer aux gens, pour la plupart des petits éleveurs aujourd'hui, en dehors des plus petits, en fait, quand on est un peu moyen, on fabrique soi-même sa provende. C'est plus rentable ou bien? Je pense que l'approche est forcément plus rentable. Forcément plus rentable, d'autant plus que les gros provandiers à l'heure actuelle produisent la provende pour toutes les 5 zones agroécologiques du Cameroun. Or, la notion que nous sommes en train d'introduire ici, c'est que dans chaque zone agroécologique, il y a un climat particulier. En fait, la température moyenne, simplement, par exemple, à Bertois, il est autour de 25 degrés de température Celsius. Contrairement à Bafoussam, par exemple, où on est à 20 degrés Celsius. Si vous faites exactement la même provende à la poule de Bafoussam, à la poule de Bertois, en fait, c'est ça qui justifie cette chute drastique de la performance de la poule. Pourquoi? Parce qu'il est démontré depuis les années 80 que chaque fois que la température moyenne s'élève d'1 degré ou diminue d'1 degré à partir de la température de la zone de neutralité thermique, pour la poule pondeuse, c'est entre 18 et 21 degrés. Donc, si vous écartez de 18 à 21 degrés, soit en montant, soit en descendant, il faut diminuer ou augmenter la quantité d'énergie dont la poule a besoin de 3,5 à 4 kilocalories par poulet par jour. Et l'énergie, c'est quoi? Le maïs ou bien le soja? Bon, même le soja apporte de l'énergie, mais la plus grosse source d'énergie, la plus moins chère au Cameroun, par exemple, c'est le maïs, dans l'alimentation de la volaille. Donc, conséquence, en fait, pour ces messieurs qui est à Bertois, et ça, je lui ai promis, on va résoudre son problème, tout comme ceux qui sont à Douala ou bien à Yaoundé. On va résoudre le problème de productivité juste en concentrant davantage le niveau énergétique de l'aliment, en augmentant davantage le niveau de protéines et de minéraux du même aliment. Nous avons des logiciels pour le faire. Donc, pour les jeunes qui veulent se lancer dans ces élevages, moi, je les conseille de se rapprocher auprès de l'équipe de l'EREC New Science pour qu'on puisse les aider en fait, à faire la formulation équilibrée, adaptée à leur zone agroécologique. J'ai quand même une autre question. Allez-y. Oui, président. Il y a un jeune à l'est. Oui. Il y a un jeune à l'ouest. Oui. Il y a un jeune dans le littoral. Oui. Ça fait 3 jeunes. Tout à fait. Dans 3 régions Oui. complètement différentes, sur le point de vue thermique, comme tu as dit. Oui. Alors, est-ce qu'à l'heure actuelle, le jeune qui est à l'est Oui. est entouré de cette possibilité de contrôler la qualité de la provende que lui peut avoir? S'il Je fait... finis. Oui. J'ajoute. Oui. S'il veut faire varier donc l'énergie à travers l'aliment disponible, Oui. est-ce qu'il existe un tableau, il existe un endroit? Que feront ces jeunes-là correspondant à leur situation de résidence? Tout à fait. Comment ils s'en sortent? Tout à fait. Nous sommes à l'heure de l'informatique. En fait, pour ces jeunes, qu'ils soient à Bertois, qu'ils soient n'importe où au Cameroun, par exemple, moi, dès qu'ils m'appellent, en 10 minutes, je peux résoudre le problème et leur proposer une formule équilibrée en fonction même des matières premières disponibles localement. Là où il est. Exact. Il t'appelle comment? Donne ton numéro. Bon. Il t'appelle comment? Oui, Oui, bien je sûr. suppose. Bien sûr. En fait, le numéro, c'est même très important parce que tout à l'heure, quand on va introduire aussi la notion du pH mètre et autres, ce serait très important. En fait, il peut... Oui, j'ai peut-être 66, par exemple, 66, je ne sais pas s'ils peuvent relever ça là-bas, 66 22 79 883. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Et justement, c'est plus facile pour moi d'échanger avec eux par WhatsApp pour les proposer les formules. Mais ils peuvent aussi m'appeler par le 679 14 30 29 ou le 699 11 77 84. Ok, à toute heure. Bon, pas toute heure quand même. Il y a des moments où je dois quand même me poser. C'est pas sérieux. Ok, d'accord, je me suis là. Voilà. J'ai une autre préoccupation en ce qui concerne les produits made in Africa. Vous avez dit tout à l'heure que dans les supermarchés, on ne retrouve que 2% des produits purement africains dans les rayons.
si je ne me trompe pas, bien non, sûr. c'est ce que j'ai dit. Voilà. Aujourd'hui, comment en sommes-nous arrivés là et comment aujourd'hui détourner l'attention du consommateur africain vers les produits occidentaux pour le reconcentrer vers les produits africains lorsqu'on sait et on constate que la plupart des entreprises ou des produits qui peuvent communiquer, qui utilisent les moyens de communication, qui peuvent faire pression sur le consommateur sont les produits occidentaux. Aujourd'hui, on a comme l'impression que les producteurs africains se disent voilà, c'est un produit africain, je le mets sur le marché, il a juste une petite industrie et jusque-là, ils ne communiquent pas parce qu'il y a bon nombre d'Africains qui ne sont pas au courant qu'il y a certains produits qui sont bien emballés dans des paquets bien traités et qui sont des produits purement africains qui pourraient utiliser et qui soient de très bonne qualité. Aujourd'hui, s'ils ne consomment pas, c'est peut-être parce qu'ils n'est pas au courant. Pourquoi les producteurs africains, certains producteurs africains, voilà, n'utilisent pas souvent les moyens de communication pour pouvoir mettre en évidence leurs produits? Bon, disons qu'on en soit arrivé au symposium, nous avions engagé une campagne contre l'installation des supermarchés ici, contre l'installation d'un supermarché ici au Cameroun. Alors quand nous avons lancé la campagne pour nous opposer à l'installation de ces supermarchés, étant donné, comme vous le dites si bien, étant donné que ces supermarchés vendent pour la plupart des produits importés. Alors nous avons réalisé que le fait d'empêcher l'installation des supermarchés ne résout absolument pas le problème. Parce qu'en discutant avec les uns et les autres, nous avons constaté 4 choses. Nous avons constaté que déjà, du côté de ces supermarchés, le problème, ils n'ont pas de problème avec les produits locaux. Tout au contraire, ils nous ont expliqué qu'il était plus facile pour eux de pouvoir proposer les produits locaux aux consommateurs, puisqu'ils sont des commerçants. S'ils avaient ces produits locaux, et ils sont allés à nous expliquer combien ça leur coûte de remplir un conteneur de l'Europe, d'attendre 3 semaines pour qu'on le livre au port, de le dédouaner, etc. Donc, en réalité, le problème ne se situe pas en tant que tel du côté des distributeurs ou bien des grandes surfaces. Deuxièmement, nous constatons que les producteurs eux-mêmes, eux, ils pensent que les choses ne changent pas. Donc, nous ont fait montre de beaucoup de difficultés qui les empêchent d'être à la hauteur de la demande en termes de quantité et en termes de qualité des supermarchés, qui leur tend les bras. Et ça, nous avons découvert ça avec stupéfaction. Qui le tend les bras, nous sommes prêts à recevoir vos produits, apportez-nous-les, on va les exposer dans nos magasins, on va vous aider à les vendre. Mais attention, il faut que vos produits remplissent un certain nombre de critères, ce qui est tout à fait normal. Est-ce que cela ne soulève pas un problème d'étude de marché au préalable de la part de ces producteurs? Non, pas l'étude de marché, entre autres. C'est capacité de répondre à une demande. Parce que le marché exprime déjà sa volonté. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire, les supermarchés disent ceci. Si vous voulez qu'on entre en relation d'affaires avec vous, producteurs, nous voulons que tel produit nous soit livré en termes de quantité et en termes de qualité à tel moment et de manière régulière. Vous voyez que la caractéristique est déjà là, le marché est là. Mais il reste maintenant aux producteurs de respecter les conditions du marché. Mais si le producteur avait fait une étude au préalable, il saurait que j'ai ma part de marché, voilà l'audience que je pourrais atteindre et quelle est la quantité de production que je devrais faire, voilà les personnes qui attendent que je les livre. C'est peut-être parce qu'au départ, il ne s'est pas posé ces questions. Quelle est ma cible? Quel est le marché que je vais occuper? Quelle est la part de marché qui me sera réservée? Et quelle est la quantité de produits que je dois mettre sur le marché afin de pouvoir satisfaire à cette demande-là? C'est pas là le problème. Mais vous ne faites pas l'étude quand vous avez déjà la réponse à la question. Ce que vous exprimez là, c'est une question que le producteur a déjà. Donc le marché est déjà là. Il n'a plus envie de faire l'étude. Et les caractéristiques du marché lui sont déjà présentées. Il n'a plus besoin de faire l'étude. Ce qu'il lui reste à faire, c'est de produire pour remplir les conditions du marché qui existent. Vous voyez, et c'est là où beaucoup butent. Jean-Pierre voulait parler, même Emmanuel. Mais attendant que M. Jean-Pierre s'exprime, nous allons d'abord prendre un intervenant, M. Adamadia, qui nous appelle. Allô, bonjour, vous êtes en direct sur Agripan et nous vous écoutons. Voilà, M. Adamadia est parti. On a M. Tonga qui nous appelle du Cameroun. Bonsoir, M. Tonga, vous êtes en direct sur Agripan et vous avez la parole. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, allez-y. Ok, bonsoir Madame Tounia. Bonsoir. Si je ne me trompe pas, vous êtes en deuil, je suppose. Non, pas du tout. C'est un look quand même. Ah, pardon, c'est ce que je me disais. Mais tout à fait. Je doutais un peu, je disais peut-être c'est la mode sur le plateau parce que tout le monde a la tête nue. Mais je te vois venir. Voilà, peut-être que c'est un deuil,
etc. Mais en tout cas, vous portez très bien votre mode. Qu'est-ce que je voulais dire? Par rapport au sujet qui nous préoccupe, vraiment, je suis d'accord avec votre ingénieur qui est sur le plateau, qui dit que nous devons faire une certification à notre niveau. Nous ne pouvons pas calquer les certifications que les autres pays ont fait adapter à leur situation. D'abord pour deux raisons. La première raison, c'est que, croyez-moi, le bio dans le monde, ce n'est qu'en Afrique. Toutes les autres terres sur les autres continents sont terriblement polluées. Je vous assure, il y a des endroits en Europe où il vous faut enlever au moins 1 kilomètre d'épaisseur de terre pour dépolluer, pour pouvoir dire qu'on fait du bio. Donc le bio là-bas, ce n'est qu'une définition, parce qu'il n'est pas possible de faire du bio en Europe. C'est d'ailleurs pourquoi toutes les familles royales, toutes les familles des riches en Europe, y compris les familles présidentielles, se nourrissent dans les jardins en Afrique. Si vous vous baladez en Afrique, vous allez voir des potagers avec des vieux blancs, des jeunes blancs qui cultivent. C'est pour nourrir des populations là-bas, parce que c'est le seul endroit où on peut faire du bio. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose que je voulais dire à propos de ce sujet, c'est que c'est vrai que si on est toujours dans le même, comment on appelle, le même cycle, où c'est l'autre, où c'est celui qui vient à l'extérieur, qui vient nous proposer un marché, le quota et tout ça. Et demain, il peut jouer sur un des paramètres pour vous défavoriser. Ça ne va marcher que si c'est vraiment quelque chose qui est national. Si ce n'est pas national, ça ne va pas marcher. Donc, maintenant, j'ai deux questions, Madame Tchounia. La première question que je souhaitais poser à M. Dionga et à Emmanuel, c'est quel est l'impact de ces APE que nous avions signés? Bon, puisqu'on commence déjà à voir les manifestations, est-ce qu'on a une idée de l'impact de ces APE sur notre production ou bien sur notre économie locale? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est que vraiment, depuis que nous avons fait des manifestations à Douala sur la vie chère et tout, nous nous sommes tous lancés plus ou moins dans l'agriculture, ou bien nous avons multiplié les relations avec nos parents au village pour avoir un peu de nourriture ici. La question que je pose, c'est si je voudrais vraiment faire un petit système d'élevage, je ne veux pas m'étendre sur les performances qu'a donné Emmanuel et tout ça, mais je voudrais savoir quel est le minimum que je peux avoir en termes de millions de francs CFA pour démarrer quelque chose de viable. Déjà pour ma consommation personnelle, mais bien sûr, je peux vendre le surplus. Mais quelle est la taille vraiment minimale et le montant qu'il faut pour avoir une petite structure? Voilà la question que je souhaitais poser. Bonsoir à vous. Merci, bonsoir. Alors, vous avez une réponse à sa préoccupation. Oui. Mais en attendant, il y a M. Adamadia qui nous appelle depuis la Libye. Bonsoir, vous êtes sur Agrippane et nous vous écoutons. Nous l'avons encore perdu une fois de plus. Et... Emmanuel. Bon, peut-être la question sur l'élevage, on va dire, prenons l'exemple de quelqu'un qui veut faire 500 poulets, supposons à Douala ou à Yaoundé. En fait, par rapport à la construction, il faudrait qu'il s'apprête à avoir entre 10 000 et 20 000 francs par mètre carré de construction. Et pour dire, si c'est pour les déchets, pour 500 poules par exemple, c'est environ 10 au mètre carré. Bon, maintenant, au niveau de l'alimentation des poules, enfin, et les autres charges, il faudrait prévoir, et là justement, c'est à ce niveau aussi que se joue l'enjeu. En fait, en 4 mois, nous avons pu démontrer qu'en raisonnant l'itinéraire de l'alimentation, on peut réduire les coûts de son alimentation en termes de réduction de coûts à la production et réduction aussi de coûts à la consommation. Et justement, avec des éleveurs qui ont 1000 poules ou 10 000 poules, nous on a pu faire des épargnes de l'ordre de 2 millions à 3 millions de francs par mois sur la consommation de l'aliment, juste en adoptant un itinéraire technique. Bref, il me sera difficile de lui répondre à cette question sur le plateau à ce moment, parce que ça demande un peu plus une constatation pour voir dans quel environnement il est et qu'est-ce qu'il a comme possibilité pour pouvoir faire quoi que ce soit. Oui, je voudrais rajouter. Allez-y. Bon, je veux d'abord commencer par me féliciter de ce que l'interlocuteur a un peu mis la pression sur Jean-Pierre quand il concerne l'adaptabilité ou bien l'adaptation de la norme et de je ne sais pas quoi aux conditions réelles qui sont les nôtres.
Ça, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça parce que, dans mon exemple de tout à l'heure, lorsque le producteur, le jeune producteur se retrouve avec le consommateur à Yaoundé, il n'y a pas une norme américaine ou bien asiatique entre les deux. Ils jouent dans les faits. Donc, je pense qu'il faudrait que Jean-Pierre réfléchisse vraiment par rapport à ça. Comment adapter les conditions ou de normes quand on parle de bio par rapport à nos réalités, à nous. Maintenant, je reviens sur l'élevage. Généralement, le minimum qu'il demande, j'ai bien aimé quand Emmanuel dit qu'il ne peut pas lui donner ce minimum. Emmanuel a parfaitement raison. Parce que sur un certain nombre d'aspects, quand vous commencez une activité, le premier souci qu'on peut avoir, si on doit vous accompagner, c'est que ce soit une activité qui soit pérenne. Donc, pour que l'activité soit pérenne, il faut que l'activité respecte un certain nombre de normes et que ça vise aussi un objectif. Si lui qui me pose la question a pour souci de lancer un petit élevage qui est rentable, là vous voyez que le mot rentabilité arrive. Un tout petit élevage, mais qui est rentable. Il y a un seuil de rentabilité. Il y a ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Or, le seuil de rentabilité se calcule à partir du point où on produit et celui où on consomme. Donc, de la production à la consommation. Ça se calcule aussi, un autre critère qui entre en jeu, c'est la disponibilité des intrants de production dans la zone où on se trouve. Parce que tout ce qui élève les charges de production réduise la rentabilité de l'activité. Donc, plus les charges sont élevées, plus on tend, la rentabilité est petite, plus on tend à agrandir l'activité, c'est-à-dire la grandeur de l'activité pour être dans ses coûts. Je pense que c'est un élément que lui devrait intégrer. Parce que Emmanuel, si Emmanuel fait ses calculs, Emmanuel va lui dire que, bon, écoutez, si vous êtes à Yabassi, par exemple, si vous produisez pour commencer à aller sur le marché de Douala, il va falloir que vous commencez avec une bande de 2000. Si c'est les poulets pontes. Alors, s'il va commencer avec une bande de 2000 sur les poulets pontes, là, c'est le seuil de rentabilité qui détermine les fonds dont il a besoin pour pouvoir commencer. Tout à fait. On sera peut-être obligé de lui dire, bon, quand on voit un peu le seuil de rentabilité courant, de lui dire qu'il faut qu'il envisage environ 12 à 13 millions de francs pour pouvoir commencer. Parce qu'il aura à élever ses poulets pendant 6 mois, en attendant que ça entre en ponte. Donc il faudrait qu'il ait ce capital parce qu'on veut qu'il ait une activité qui soit rentable. Ça, c'est un peu ce que je voulais rajouter par rapport à la réponse de... Et il avait une autre préoccupation, il a demandé aujourd'hui quel est l'impact des APE sur voilà. L'économie. Je voulais y revenir. Bon, il serait difficile pour nous à l'heure actuelle de le dire. Mais je le rassure que d'ici 2 émissions, on aura les éléments pour pouvoir lui répondre. Parce qu'on a lancé une étude. On a lancé une étude pour mesurer un peu l'impact de la signature des APE. Vous savez, quand on nous a vanté les avantages qu'on avait à signer ces accords, nous aussi, même de côté, lui-même, il a dit, il a participé à des manifestations contre la signature des APE, mais contre vents et marées, on a signé. Mais remarquez, Emmanuel sourit. Depuis qu'on a signé, personne ne sait plus si on a signé ou bien si on n'a pas signé. Donc on n'a pas vu de manière factuelle les changements, que ce soit dans un sens comme dans l'autre, que cette signature a apporté dans le quotidien des Camerounais. Mais je le rassure, il y a une étude qui est en train d'être faite pour qu'on fasse un peu le bilan des effets de la signature de ces APE. D'ici 2 émissions, je reviendrai à cette question, ou bien il reviendra lui aussi à Agrippane pour reposer la question et que je lui apporte quelques éléments. En attendant que nous peut-être que Jean-Pierre a les ailes. On a encore M. Adamadia de la Libye qui revient. Bonsoir M. Adamadia, vous êtes sur Agrippane et vous avez la parole ce soir. Merci beaucoup. Bonsoir Africains. Bonsoir Fanon, ma soeur. Vous savez, vraiment, contrairement à Gilles, à M. Tonga, votre look m'a vraiment beaucoup émis. Franchement, je suis vraiment très ravi. Et voilà un Africain pur et dur. C'est ça fait partie de notre culture. Exactement ce qui se passe au sein de ce que nous consommons. Donc, le problème, c'est que, quelles que soient les publicités que nous allons faire pour valoriser la publicité que les Africains doivent faire, c'est la publicité mentale des Africains. Il faut que les Africains sachent que rien ne vaut ce que tu peux être, toi. Tu ne peux rien être qu'un Africain. Si tu es Africain, tu veux manger, tu veux consommer ce qu'on apporte ailleurs, ça, franchement, quelles que soient les télévisions, quels que soient les web ou je ne sais pas, les réseaux sociaux, ça ne va pas marcher. Les Africains ont un profond malheur. Le malheur, c'est que
c'est que nous, c'est pas qu'on va prendre le bio ou les produits chimiques ou quoi que ce soit. Le problème, c'est mental. C'est la mentalité des Africains qui est déracinée complètement de ce que nous sommes nous. Nous pouvons être que des Africains. Regardez aujourd'hui, c'est que vous êtes exemple typique d'un Africain. Pourquoi pas consommer ce que nous produisons sans autant passer par des médias, par n'importe quoi là. Nous sommes des Africains. Il faut que nous restions Africains. Il faut que nous soyons des Africains mentalement. Donc j'espère que la publicité doit commencer par valoriser les mentalités des Africains. Je m'excuse. Je vous remercie. Merci à vous, hein, Monsieur Adamadia. Pour lui, il faut passer par un changement psychologique qui permettra à un Africain de pouvoir avoir une mentalité africaine afin de consommer africain. Voilà, nous restons toujours au standard avec un autre appelant. Bonsoir, vous êtes sur Agrippan et vous avez la parole. Oui, j'ai dit je vous appelle du Niger. Allez-y, monsieur, nous vous écoutons. C'est bien, Madame Fallon. Merci. Allez-y, nous vous écoutons. Ok, d'accord. Ok, je m'adresse particulièrement à M. Bernard, que je salue très bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas ces nouvelles. Et je salue aussi son copanéliste. Je suis très ravi qu'il nous donne énormément d'informations par rapport aux aliments que nous mangeons, que ce soit aux Camerounais et aux Africains d'une manière générale. Je voudrais lui demander quelques conseils parce que j'ai aussi commencé à produire un peu de bananes et je voulais savoir les régimes de bananes, à quel moment on peut les couper et puis comment les conserver. Parce que j'avais tellement envie de la banane du Cameroun, mais malheureusement, on n'arrive pas à les avoir. Et d'autre part, si c'est possible, hein, quand il y aura la production des oignons, j'aimerais bien lui envoyer un sac d'oignons. Je ne sais pas par quel moyen je vais passer pour lui envoyer. Merci et bonne nuit. Et bonne soirée. Voilà, monsieur, vous avez, il a une préoccupation. Comment reconnaître que sa banane est arrivée à maturité et alors comment conserver cette banane-là? Effectivement, une banane à maturité, il est au Niger. J'imagine qu'il doit vraiment faire beaucoup d'efforts pour arriver à avoir la banane. S'il est vraiment au Niger, c'est compliqué à cause de ce qu'on appelle l'évapotranspiration. C'est-à-dire que plus l'air est chaud, plus la banane, qui est un fruit qui nous vient de la péninsule indo-malaise, les premières bananes du monde viennent de là, qui sont des endroits chauds et humides. Et faire ça au Niger, s'il arrive à avoir la banane, c'est bien. Il s'en apercevra. Déjà, il faudrait qu'il coupe le bourgeon terminal mâle à un moment donné, c'est-à-dire au bout de son bananier, de son régime, il a une espèce de fleur rouge comme ça en pomme qui apparaît. Donc il faut c'est un bourgeon terminal mâle. Donc on coupe tout ça. Ça permet au fruit de continuer à grossir très rapidement. En général, 1 mois et demi à 2 mois dans ces contrées-ci. On peut déjà récolter la banane. Au Niger, j'ignore quel temps ça mettra, mais il peut prendre un doigt pour les premiers régimes et casser le doigt pour voir si le doigt est bien rempli, s'il est bien plein. S'il est plein, ça veut dire que sa banane est à maturité. Dans tous les cas, chapeau, c'est bien d'essayer de produire la banane au Niger et ce serait même bien qu'il y ait une sorte de pont entre les producteurs de bananes des zones équatoriales chaudes et humides d'Afrique et ceux qui s'initieraient à la banane dans les zones désertiques ou semi-désertiques, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait de la banane en Israël qui a des conditions agro-climatiques plus compliquées que celles du Niger, et qu'on fasse la banane en Israël et qu'on n'en fasse pas au Niger. Donc il y a certainement un travail à faire. Les Israéliens ont maîtrisé ce qu'on appelle l'irrigation, le goutte à goutte. Ils ont maîtrisé ce qu'on appelle la brumisation. La brumisation, c'est en fait la pulvérisation d'une pluie fine
dans une bananeresse, ceci va réduire l'évapotranspiration et permettre au régime voilà. Parce qu'ici, chez nous, on a un air qui est saturé d'humidité 90-95% quelquefois. C'est pour ça que les bananeresses sont installées dans ces contrées et qu'elles produisent beaucoup ici, parce que le climat est vraiment favorable à la banane. Maintenant, le sac d'oignons, je voudrais savoir, c'était pour Bernard ou c'était pour nous tous? Parce que moi, ça m'intéresse. L'oignon du Niger fait partie... l'oignon violet, le violet de Gamay. Oui, ça fait partie je ne sais même pas si ce n'est pas une IGP déjà. Est-ce que c'est déjà une indication géographique protégée? Non. Si ça ne l'est pas, il faudrait peut-être que... la variété qui est protégée. Il faudrait qu'on aide nos amis du Niger. Il faudrait que nous qui avons l'indication géographique protégée du poivre de Penja et qui avons donc les process de protection, qu'on se mette en pont avec nos amis du Niger pour les aider à promouvoir la protection du violet de Gamay, parce que c'est quelque chose d'unique, de savoureux, et c'est aussi ça, la construction des ponts, des ponts positifs entre les pays d'Afrique, entre les producteurs d'Afrique. Bernard, je voudrais revenir sur le sujet des 2% des produits africains en rayon. Moi, je n'aime pas les arbres qui cachent la forêt. Si on regarde très bien cette question des 2%, si ceux qui sont à l'origine des supermarchés en Afrique voulaient que ce soit autre chose que 2%, il y a des leviers simples sur lesquels il fallait agir par anticipation, puisque moi j'ai entendu parler de ce projet de supermarché il y a à peu près 4 à 5 ans, au moins. En 4 à 5 ans, il était tout à fait possible de construire une filière inclusive, une chaîne de valeur inclusive, intégrée, pour accompagner les petits producteurs transformateurs jusqu'au niveau où ils peuvent mettre leurs produits en supermarché. Cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, lorsqu'on vous dit on vous ouvre les portes, mais vous n'avez pas la masse critique qu'il faut. Il faut savoir que l'agriculture, surtout l'agriculture de transformation, c'est une activité hautement à risque, une activité, d'ailleurs, vous remarquerez que peu de gens s'aventurent à ça. Je ne parle pas de l'agriculteur du week-end. Je ne parle pas de l'agriculteur fonctionnaire retraité qui, à un moment donné, a des ressources financières importantes et les recycle dans l'agriculture. Je parle de l'agriculteur qui est agriculteur de profession et qui donc se donne comme objectif de produire, de faire produire, d'encadrer, de transformer et d'occuper une centaine, 200, 300, 400 personnes pour faire un produit industriel. Cet agriculteur-là dépense une énergie terrible. C'est pour ça que je plaide tout le temps pour qu'il ait une fiscalité dédiée. Parce qu'il n'est absolument pas normal que cet agriculteur-là subventionne les villes et que son produit soit payé toujours à des prix qui n'ont rien à voir avec l'effort consenti pour la production. Ce n'est pas possible. Donc on se voit la face. Donc, si on a envie d'aller vers une démarche de promotion de nos produits made in Africa dans les supermarchés, il faut un changement de paradigme total sur la question de mise en marché des produits issus de l'agriculture locale, simple ou de transformation. Il faut également quelque chose de très important, il faut une architecture spécifique, adaptée à nos produits. Il ne faut pas... Je vous ai expliqué ici, dans plusieurs émissions, que le modèle économique du supermarché européen est un modèle dépassé. Il est mort. C'est pour cela qu'il se déplace dans les contrées du monde où les gens ne sont pas habitués à cela pour installer un modèle qui est dépassé. Ce modèle est dépassé. Pourquoi il est dépassé? Parce que la relation est biaisée entre le distributeur supermarché et le producteur en général. Quand celui-ci paie sa facture à 60 jours ou à 30 jours, il oublie que le producteur a investi pour faire le macabo, c'est 12 à 14 mois pour produire un tubercule de macabo. Donc, pendant ce temps, si le gars était allé dans une banque normale pour prendre l'argent à un taux d'intérêt, allez, on est très gentil, on va dire 10%. Au Cameroun, c'est plutôt 20-21%. Mais on va dire 10%. Et il va donc, pendant 10%, payer un intérêt sur un prêt de 10% pour après, à la fin, payer à quelqu'un, vendre à quelqu'un qui va lui payer 60 jours après. Non, je crois que soyons sérieux. Si nous voulons que les supermarchés intègrent le Made in Africa, il y a une réflexion profonde, collective, consensuelle, qu'il faut mener entre les installateurs de supermarchés et les producteurs africains qui ont envie de mettre leurs produits au niveau du supermarché. Puis maintenant, les standards, je finirai là-dessus. Les standards sont des choses qui peuvent être utilisées comme des obstacles techniques au commerce.
Comment on utilise un standard comme obstacle technique au commerce? On l'utilise dans un environnement où ceux qui sont concernés par la mise en marché de leurs produits n'ont pas les prérequis, n'ont pas les bases pour aller vers le respect de ces standards. Donc, du coup, ils ne viendront jamais. On peut toujours claironner que vous représentez 2%, vous n'avez pas été capable, mais on s'est organisé à travers les textes réglementaires. J'évoque ceux du Codex Alimentarius, j'évoque même les cahiers de charges spécifiques des propriétaires de supermarchés. Alors, je ne parle pas des supermarchés locaux, hein, où il s'agit de commerçants, pas forcément au fait des subtilités, n'est-ce pas, de l'agroalimentaire. Mais je parle des supermarchés occidentaux qui, eux, connaissent ces usages, ont dans les pays d'où ils viennent ce qu'on appelle des agents de sécurité alimentaire, avec des normes qui sont très claires, et que, par exemple, au Cameroun, vous avez l'agent de normalisation. Vous n'avez aucun agent de sécurité sanitaire des aliments au Cameroun. Donc, ça veut dire que quelque chose qui est non conforme entrera ici comme dans un moulin. Et c'est là que ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, vraiment, il faut faire très attention. Il faut vraiment faire attention, tout en étant ouvert pour accompagner ces supermarchés vers une collaboration intelligente avec les jeunes entrepreneurs africains qui veulent se lancer dans la transformation des produits agroalimentaires. Personnellement, je suis à mes heures enseignant dans un centre de formation à la transformation des produits agroalimentaires qui se trouve en Djombe, qui s'appelle Transform. C'est une initiative privée, toute petite initiative, mais dans laquelle il est passé aujourd'hui peut-être une centaine de Camerounais formés à la transformation des produits agroalimentaires. Des initiatives comme celle-là doivent être soutenues par l'État du Cameroun, doivent être encouragées. Les supermarchés, en s'installant, avant de déplorer qu'ils n'ont pas eu assez d'entrepreneurs locaux pour leur mettre les produits, ils devraient se mettre dans une démarche d'accompagnement au développement de la transformation des produits agroalimentaires par les jeunes Camerounais pour que justement leur discours ne soit pas un discours hypocrite de quelqu'un qui dit oui, mais je t'ouvre mes portes, mais bon, je ne les ouvre pas totalement parce que je ne veux pas que tu entres en fait. Non, c'est pas bon. Voilà. Voilà, avant que vous ne réagissiez, voilà, on a M. Ndoumbe qui nous appelle depuis la France. Bonsoir, vous êtes sur Agripan et vous avez la parole ce soir. Oui, bonsoir madame, bonsoir le panel. J'appelle à propos de... J'ai deux questions en fait. Ma première question c'est pour cultiver, faire dans la culture de Moringa, de 1 hectare à 6 hectares, est-ce qu'il faut une autorisation spéciale et pour planter le Moringa, je demande aussi, est-ce que c'est mieux de planter les grains ou les tiges de Moringa? Merci. C'était juste ça ma question. Merci. Merci à vous, hein, M. Ndoumbe. Bon, déjà, autorisation, je ne pense pas qu'au Cameroun, on demande des autorisations pour planter du Moringa. Chacun peut en planter comme il veut, là où il veut. Première chose. Et seconde chose, c'est par rapport à graines ou tiges. En fait, il peut le faire par graines ou par tige, mais s'il veut, ça dépend de l'objectif de sa production. Par graines, ça prend un peu plus de temps que par les tiges, donc par les boutures. Et les boutures ont aussi les avantages qu'en fait, ça ne se développe pas assez rapidement, contrairement à la graine. Donc, en passant par la graine, moi je pense que l'option, s'il veut produire plus de feuilles de moringa, c'est peut-être la meilleure option. Président. Okay, merci, vous avez une réaction? Oh, j'ai tellement de choses. Mais je voudrais quand même tirer mon chapeau à Jean-Pierre, parce que j'ai levé le doigt quand Jean-Pierre intervenait. Je suis parmi les organisateurs du symposium, et quand j'entends Jean-Pierre parler, je suis vraiment heureux que tu sois parmi les intervenants de ce symposium, parce que la problématique et la manière avec laquelle tu parles, c'est ce que nous attendons à ce symposium, parce que tu poses des problèmes que le symposium veut y apporter solution. Chapeau Jean-Pierre. Alors, voilà. Je n'ai pas fini malheureusement. On a parlé d'oignons au Niger, même de bananes au Niger. Mais faites attention, les bananiers poussent très bien au Niger. À Maradi, j'étais dans une pépinière, et puis je pense que celui qui nous écoute, il est dans une pépinière où il y avait effectivement des régimes de bananiers qui étaient bien arrosés, et la fraîcheur aussi. Même dans le désert, j'étais à Agadez, là où on produit les oranges et autres, j'ai vu qu'il y avait des bananiers. Donc, sa question avait tout son sens, sauf que c'était il y a plus question de variété. Donc, c'est des bananiers nains qu'il y a dans ces régions-là.
il a posé la question de savoir quand est-ce qu'il faut savoir, que la banane est mûre. Je pense que quand la banane mûrit, ça change complètement de couleur et ça commence aussi à... Non, il y a deux mots. Il y a mature. C'est-à-dire, ça peut être mature sans mûrir. Le bananier, c'est un peu comme le plantain. On appelle ça la DVV, la durée de vie verte. Voilà. Voilà. DVV. Alors, je disais donc, la durée de vie verte, ça varie avec l'évolution de la couleur et de la grosseur du bananier. Maintenant, quand ça commence à mûrir dans l'arbre, ça veut dire que c'est en maturité. C'est le premier indicateur, d'après moi. Effectivement, j'attends bien avoir mon sac d'oignon. Excusez-moi, madame, c'est un peu, ça m'intéresse. J'attends bien avoir mon sac d'oignon. Je pense que lorsqu'il sera prêt, il nous passera un coup de fil et je prendrai des dispositions pour le récupérer au Niger, là où il se trouve. Sur le moringa, quand même. Sur le moringa, j'ai un éclairage rapide. Vous avez deux types de multiplication en agriculture. Enfin, deux essentiels. Il y en a d'autres, mais deux essentiels. La multiplication sexuée à travers la graine et la multiplication végétative à travers un morceau de la bouture, etc. Et en général, quand on veut reproduire des individus identiques aux parents, il faut aller vers une multiplication végétative, mais qui, elle, est plus rapide. Et maintenant, s'il veut une utilisation industrielle de son moringa, il faut quand même le conseiller d'être à proximité d'une source d'énergie. Parce que s'il vise la transformation, il faut qu'il ait au minimum une source d'énergie à proximité. Parce que 6 hectares de moringa, c'est déjà beaucoup. Et donc, ce n'est pas évident. Et c'est quelque chose de très, très autrement périssable. Voilà. Voilà, il y a un autre sujet tout à fait important que nous allons aborder ce soir, même si nous ne parvenons pas à aller dans le très vif du sujet. Nous allons quand même en parler. Il s'agit de la levée des interdictions de la circulation des produits avicoles au Cameroun concernant la crise, la grippe aviaire qui a touché 3 régions du Cameroun et la filière avicole au Cameroun, grosse exportatrice vers l'Afrique centrale, a été touchée fortement par la résurgence de la grippe aviaire H5N1 avec 3 des 10 régions du pays affectés et la mise en péril de nombreux élevages. Depuis le 25 mai 2017, date à laquelle le gouvernement a annoncé la découverte d'un foyer de H5N1 dans un élevage à Yaoundé, le secteur avait connu une paralysie. Des volailles ont été abattues, des poussins tués parce qu'ils ne pouvaient plus être vendus, des œufs avariés faute de pouvoir être commercialisés. Outre dans les 3 régions affectées par la maladie, la circulation des produits de l'élevage a aussi été interdite par précaution dans celle du littoral dont le chef-lieu est la grande ville portuaire de Douala. Les régions du centre et de l'ouest étaient les 2 principaux bassins de production avicole du Cameroun. À elle seule, l'ouest produit près de 80% des besoins aviaires du Cameroun et 60% de ceux de l'Afrique centrale. Un jour d'inactivité dans l'ouest, c'est 1,1 milliard de francs CFA, voire 1,6 million d'euros de pertes. Aujourd'hui que cette levée d'interdiction de circulation a été prononcée dans la région de l'Ouest. Qu'en est-il des autres régions? Aujourd'hui, quelles sont les conséquences et comment parvenir à prévenir le secteur afin de ne plus faire face à ce type de crise? Déjà, une précision. Le MINEPIA a donné un rapport que l'OIE a publié sur son site depuis le 17 novembre. Donc, officiellement, en principe, c'est depuis le 17 novembre qu'on devrait avoir fini avec la grippe aviaire au Cameroun. Malheureusement aussi, il n'y a pas eu de communication à ce sujet. Apparemment, c'est le 18 janvier que le gouverneur de l'Ouest, par exemple, a pris la même mesure pour annuler en fait les mesures de restriction qu'ils avaient mis par rapport à la circulation. Maintenant, à la question de savoir, est-ce juste pour l'Ouest ou bien pour tout le Cameroun, j'ai dit déjà, quand le ministère dit depuis le 17 novembre sur le site officiel de l'OIE qu'il n'y a plus de grippe aviaire au Cameroun, que les derniers foyers ont été maîtrisés et que les cas sont résolus, ça veut dire qu'en fait, officiellement, depuis le 17 novembre, en principe, le Cameroun est considéré comme étant assaini en termes de grippe aviaire. Je vais vous poser cette question à M. Ndjonga. Pour ne rien arranger à cette situation, le Gabon voisin avait annoncé il y a quelque temps un embargo sur les importations de volailles et de viande porcine en provenance du Cameroun. Aujourd'hui, qu'en est-il de cet embargo? Bon, disons volaille, ne mélangeons pas les choses. Entre volaille et porc, je pense que la différence est nette. Donc parlons de la levée qui concerne les volailles. Okay. Et quand on parle de la levée qui concerne les volailles, précisons que cette levée ne concerne que la région de l'Ouest, d'après les informations que nous avons et puis d'après l'arrêté que nous avons sous la main.
Alors, quand on sait que 90% de la région de l'Ouest, c'est un bassin de production par excellence de la junte avicole, de la junte aviaire, si on peut ainsi dire. Emmanuel l'a dit tout à l'heure aussi, même si on peut dans d'autres zones, je pense que la région de l'Ouest est un bassin très important. Et c'est de cette région que part la majeure partie des 60% du marché sous-régional qui est déjà conquis par la filière avicole. Donc, quoi qu'on dise, c'est quand même une excellente nouvelle, parce que là, on touche, on libère, on donne du souffle au cœur de la production aviaire au Cameroun. La question que moi je vois qui vaille d'être posée à l'heure actuelle, c'est de dire comment on fait pour que la situation catastrophique qu'on a vécue avec la dernière crise de grippe aviaire ne réapparaisse plus. Je pense que c'est là où devrait se situer la question. Évidemment, sans escamoter l'autre première question qui était de dire tous ceux qui ont coulé suite à cette grippe aviaire et qui ont été abandonnés à eux, est-ce qu'il y a un espoir pour eux de réintégrer la filière de quelque manière que ce soit en bénéficiant d'un minimum d'appui? Je pense qu'il y a deux questions qui vaillent aujourd'hui et que je crois pour ma part, on ne peut pas les aborder ce soir. Je pense que ce soir, on lancera le débat. C'est un sujet qui sera central lors de la prochaine émission d'Agripan et ça tendra vers ces deux orientations. La première orientation, c'est de dire, nous avons connu tous, après l'interdiction de l'importation de poulets congelés qu'on a connu au mois de mars 2006, la filière avicole a grandi, a explosé. On a atteint de 25 000 tonnes, on a atteint les 75 à 80 000 tonnes de poulets, de produits. C'était quelque chose de vachement intéressant. On avait réussi à conquérir 60% du marché sous-régional. Mais voilà qu'en un an, avec une grippe aviaire qui a été pour beaucoup de raisons, on a des raisons de le dire, un peu, je crois, mal gérée, on a perdu le gros de ce gain en productivité. Nous voici donc aujourd'hui, avec l'information que nous venons de donner, qui date du 18 janvier, donc il y a juste quelques jours, on a levé l'interdiction. Alors, c'est-à-dire, on a rouvert les perspectives d'agrandissement de cette filière avicole. Deux questions valent la peine, à notre sens. Comment on fait pour réintégrer ceux qui ont été exclus, complètement exclus et ruinés de cette filière par cette grippe aviaire? Première question. Deuxième question, comment on fait pour que cette grippe aviaire qui a fait tant de mal l'année passée, qu'on ne revive plus cette situation? Je pense que ces deux questions aussi, faute de temps, parce que là, je vous ai vu me glisser un papier pour dire qu'on n'avait pas assez de temps. Je pense qu'on devrait se préparer pour que la prochaine édition de Agripan soit consacrée, dans 2 semaines, que soit consacrée à ces deux questions. Oui, Jean-Pierre voulait... Je veux juste dire que ce sujet est d'une importance majeure. Et pour vraiment bien traiter ce sujet, ce serait bien qu'il y ait ou le ministre de l'élevage sur le plateau, ou un de ses directeurs. On essaiera. Voilà. Ah, pourquoi pas? On essaiera. Cela nous permettra d'avoir des avis contradictoires, des éclairages que nous n'avons pas. Oui. Parce qu'aujourd'hui, peut-être nous n'avons pas une perception exacte de ce qui se passe réellement. Donc ce serait bien qu'il soit là, ne serait-ce que pour nous rassurer sur une idée qui m'est chère, c'est celle d'un comité permanent, une sorte de comité permanent national de vigilance, de bioéthique, mais qui soit opérationnel. Et qui, lorsque des crises comme celle-ci se manifestent, a déjà un mode opératoire de fonctionnement installé, a des moyens matériels et financiers mobilisables très rapidement pour circonscrire, anticiper, résoudre les problèmes liés aux crises de ce genre, aux épisodies de ce genre. Donc vraiment, c'est une... Oui. S'ils nous écoutent, nos confrères de l'administration, oui. Vraiment qu'ils se débrouillent, qu'ils fassent fi un peu de toutes les tracasseries liées à la hiérarchie et au fait que l'administration, on ne sort pas l'administration pour aller s'exprimer, qu'ils viennent faire œuvre utile ici en apportant un éclairage nouveau, qui nous permettra d'être rassurés sur le mode opératoire de gestion des prochaines crises que nous aurons dans notre pays ou dans la sous-région.
Voilà, cette émission touche à sa fin et nous remercions nos panélistes d'avoir apporté cette contribution et d'avoir pu éclairer les différentes personnes qui ont appelé sur les questions qu'elles ont posées. Nous remercions également toutes les personnes qui ont suivi l'émission. Et avant de sortir de cette émission, nous allons permettre à M. Emmanuel Ngezeko de présenter ce kit de pH pour les agriculteurs, je crois. Okay. Merci pour la présentation. En fait, depuis quelques mois, nous ça ne se voit pas. Oui, voilà. Oui. Donc, depuis quelques mois, on a parlé aux agriculteurs qu'on pouvait mesurer son pH rapidement ou bien le niveau d'hygrométrie de son sol à partir de quelques appareils simplifiés que je vous présente ici. Celui-ci, c'est un pH mètre, mais aussi un hygromètre. Celui-ci est uniquement un pH mètre, donc qui mesure... Hygromètre veut dire quoi? L'hygromètre, donc en fait, qui mesure l'humidité du sol. Pour savoir si un sol a assez d'eau pour nourrir la plante ou non, ou bien s'il faut augmenter l'arrosage de son champ. Le pH mètre, bien sûr, ça mesure juste le niveau du potentiel d'hydrogène de ce sol pour savoir si en fait le sol est acide, basique ou neutre, et auquel cas il faudrait peut-être l'amender ou apporter des matières organiques pour pouvoir le mettre au top niveau. Le dernier kit, c'est le kit NPK et pH mètre aussi. Donc en fait, avec ce dernier kit, il est plus complet. On peut mesurer le niveau d'azote de son sol, estimer le niveau de phosphore de son sol, estimer le niveau de potassium de son sol. Et tous ces kits sont désormais disponibles en fait au Cameroun. Donc, si les gens appellent Labo Agri ou s'ils m'appellent directement par le numéro qu'on a donné tout à l'heure, en fait, ils peuvent avoir tous ces kits. Quel prix? Le prix, celui-ci, le kit complet, c'est 25 000 francs. Le kit hygromètre pH mètre, c'est 20 000. Et le kit pH mètre sol, c'est 15 000 francs. Bon, il faut préciser qu'on ne fait pas de commerce, c'est parce que tout à fait, les gens ont demandé où est-ce qu'ils pouvaient trouver ces trucs. On a passé la commande, un nombre réduit simplement pour satisfaire cette demande. Tout à fait. Merci, Président. Voilà, merci à vous, chers panélistes. Merci également à toutes les personnes qui ont suivi cette émission. Voilà, nous remercions également l'équipe technique qui a permis que cette émission soit une réussite. Et nous vous donnons rendez-vous pour la suite de nos programmes sur Afrique Média, votre télévision panafricaine. Du 5 au 7 avril 2018, Yaoundé devient la capitale du Made in Africa. Vous êtes PMI ou PME, organisation paysanne. Vous transformez, vous faites la promotion des produits locaux en Afrique. Venez débattre, exposer, vendre, faire goûter votre savoir-faire à l'occasion du tout premier symposium sur le Made in Africa organisé dans la capitale camerounaise. Pour y participer, contactez-nous au 237 242 003133 ou par email à l'adresse symposium.mia@gmail.com. Les candidatures sont attendues jusqu'au 15 février 2018. Le Symposium international de Yaoundé, c'est le Made in Africa à la conquête de l'agroalimentaire.